Alors du coup, avant de se lancer dans le sujet, donc qui sommes-nous? Donc je commence. Donc l'amie Stéphanie, ça fait 1 an que je suis chez Extia maintenant en tant que chef de projet et je suis attachée à l'agence de Lyon. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas. Ça fait 3 ans que je suis chez Extia en tant que consultant, chef de projet slash product owner pour Extia. Et je suis super content de vous présenter euh, ce meet-up aujourd'hui. Donc maintenant, on voulait d'abord vous expliquer pourquoi on a choisi ce sujet-là. Parce qu'on voulait vraiment sensibiliser sur sur la neuroatypie de manière générale, mais aussi vous présenter chaque type de profil atypique et vous présenter les impacts que cela peut créer dans le domaine professionnel. Voilà. Donc, le but vraiment là, c'est de vous proposer de comprendre la neuroatypie et de favoriser l'inclusivité et la bienveillance. Alors, pour le déroulé de ce meet-up, on va, dans un premier temps, comme tu l'as dit, comprendre ce qu'est la neuroatypie. Donc, on va parler définition, on va parler aussi des différentes familles de la neuroatypie. Ensuite, l'impact en entreprise. Nous allons voir ensuite tout ce qui est dispositif et accompagnement pour les personnes neurodivergentes, enfin neuroatypiques, et ce que l'entreprise peut mettre en place pour vous. Ensuite, on fera une partie témoignage avec nos témoignages avec Stéphanie. Et ensuite, un petit moment questions-réponses avec vous. Alors, pour commencer, reprenons un mot qu'on entend beaucoup, mais qu'on définit rarement, c'est la neuroatypie. Alors, la définition. Si on prend le petit Robert, il nous dit tout simplement qu'une personne neuroatypique désigne un fonctionnement cognitif différent de la majorité. Donc ça, c'est la définition du petit Robert. Moi, je vais plutôt reprendre la définition reprise par Amanda Kirby, que je vous affiche ici. Donc ça désigne simplement le fait d'avoir un fonctionnement neurologique différent de la majorité, sans que ce soit une maladie ni un défaut. Et c'est surtout une autre manière de penser, de ressentir et de communiquer. Donc c'est ni mieux ni pire, c'est simplement une façon différente de voir et c'est souvent invisible. Selon le type de neuroatypie, l'environnement dans sa globalité peut être handicapant. C'est ce qu'on va essayer de se voir là. Et sous ce terme-là, on va retrouver plusieurs profils dont nous allons donner les différentes définitions avec vous. Alors, dans un premier temps, la première famille, on peut retrouver les personnes ayant des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, en fait, c'est un trouble neurodéveloppemental qui impacte l'attention, l'impulsivité, l'agitation interne et tout ce qui va être aussi gestion de l'énergie en soi. Pour cela, on retrouve en tant que personne TDAH, notamment connue Billie Eilish, qui est une chanteuse connue internationalement. Elle a d'autres troubles, mais en tout cas, c'est ce qu'il a défini le plus aujourd'hui. Ensuite, nous avons les troubles du spectre de l'autisme. Donc, ce sont tout ce qui va être un impact sur les différences dans la communication sociale, dans le comportement, le traitement sensoriel et la façon de penser. En personnalité connue, on retrouve notamment Anthony Hopkins, l'acteur de Hannibal et de Le Silence des agneaux, qui a fait son entre guillemets coming out avec son TSA en 2018, qui a été diagnostiqué hyper tard et c'est ce qui lui a permis de mieux comprendre comment il fonctionnait et ça a apparemment eu un impact sur sa façon de réaliser les films qu'il réalise aujourd'hui. Ensuite, nous avons les troubles 10. Donc, c'est tous les troubles liés à certains apprentissages, donc tout ce qui va être dyspraxie, dysorthographie, dyslexie et autres. Comme personnage célèbre ayant des troubles 10, nous retrouvons Albert Einstein. Je pense qu'on ne le présente plus, tout le monde aujourd'hui le connaît. Qui a eu un parcours scolaire chaotique dû à ça, mais qui pourtant a eu un impact dans le monde de la physique vraiment important.
Ensuite, nous allons retrouver l'ensemble des troubles psychiques à composante cognitive. Alors, ce sont des troubles qui affectent l'attention, la mémoire, l'émotion ou tout ce qui va être lié à la charge mentale. Donc, on retrouve notamment tout ce qui est TOC, troubles de l'anxiété. On peut aussi parler de bipolarité et tout ce qui va être aussi stress post-traumatique. Trouble de spectre post-traumatique, pardon. Alors, une personne qui représente beaucoup, je trouve, ces troubles-là récemment, c'est Pedro Pascal qui souffre de troubles anxieux et on le voit pas mal sur les tapis rouges, sur les présentations où il a ses propres systèmes pour vaincre cette anxiété sociale. C'est super impressionnant à regarder parce que on voit qu'il est très mal à l'aise parfois et d'un coup, paf, il revient, il a retrouvé son système et c'est plutôt intéressant. Et enfin, on va retrouver les profils cognitifs spécifiques, donc tout ce qui va être HPI, HPE, hypersensible. Alors HPI pour haut potentiel intellectuel et HPE pour haut potentiel émotionnel. Donc eux, ce sont des différences naturelles au niveau de la pensée, de la sensibilité, aussi de la créativité. Et en personne connue en France, on peut mettre en avant Fabien Olicard, qui est un youtubeur mentaliste qui fait des super vidéos, notamment sur tout ce qui est lié au cognitif, le cerveau, l'apprentissage, le mentalisme, l'hypnose et autres. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir voir les différents clichés qu'on peut avoir sur la neuroatypie. Oui. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues et donc là, on en a une première. Donc, la neurodivergence est une mode et il y a de plus en plus de diagnostics. Donc, non, ce n'est pas une mode parce que la neurodivergence existe depuis toujours. Seulement, aujourd'hui, elle est mieux comprise et les diagnostics sont plus accessibles et donc forcément, il y a plus de visibilité. Ensuite, deuxième idée reçue, on peut guérir de la neurodivergence. Alors, la neurodivergence n'est pas une maladie, donc on ne peut pas en guérir. Voilà, donc on peut l'accompagner, mais on ne peut pas en guérir. Troisième idée reçue, les neurodivergents ne peuvent pas exercer certains métiers. Alors, la neurodivergence n'est pas un problème de compétence. Voilà, c'est juste un système cognitif qui est différent, comme l'a expliqué Nicolas un petit peu plus tôt. Et dernière idée reçue, les neurodivergents ne sont pas stables et responsables. Donc là, c'est voilà, ça aussi, on va casser tout ça. Donc, la neurodivergence n'empêche ni la stabilité ni la responsabilité. Et d'ailleurs, enfin, bien au contraire, il y a beaucoup de neurodivergents qui créent des systèmes d'adaptation et d'organisation. Et du coup, c'est ce qui les rend fiables et engagés dans leur mission. Donc voilà. Maintenant, on peut voir les impacts en entreprise. Oui, parce qu'on va voir ensemble comment ces profils-là vivent le monde du travail et comment le travail peut avoir parfois leur compliquer la vie. Hop. Alors, dans ces impacts, on va retrouver 4 domaines où la neuroatypie influence des grandes dimensions du travail. Donc, la dimension et le domaine relationnel. Donc, on va parler d'interaction, de façon de communiquer, de travail en équipe, la gestion émotionnelle. Ensuite, la partie environnementale, donc la gestion de l'espace de travail, le bruit, la lumière, les interactions sensorielles en général et aussi les horaires de travail. Pour le domaine organisationnel, donc la gestion du temps, la priorisation, tout ce qui est lié à la mémoire de travail et à la productivité, à sa façon de travailler. Et enfin, le domaine personnel. Donc, ça va être la gestion de sa propre énergie, de sa concentration, la confiance en soi, la régulation de ses émotions et tout ce qui va être charge mentale, fatigue émotionnelle. Donc, pour cela, je vous ai fait quelques petits tableaux avec les différentes familles sur les différents domaines. Alors, par exemple, si je prends un profil TDAH, l'impact possible que d'avoir un environnement qui n'est pas adapté, enfin un domaine relationnel pas adapté,
on va avoir l'impression que ce sont des personnes qui vont interrompre souvent, avec des difficultés à attendre son tour, qui vont paraître très vifs dans leurs émotions. Et comment transformer cet impact-là, cette vision-là en opportunité? Tout simplement en apportant une communication directe avec eux, les reprendre sans les infantiliser, et mettre en place un environnement relationnel où la spontanéité est valorisée. Pour les personnes ayant des TSA, ils vont avoir des difficultés à décoder les non-dits et ils ont besoin de clarté. La plupart des personnes ayant des TSA ne sont pas capables de comprendre dans un premier temps le second degré, s'il y a des, comme on disait, de non-dits ou des suppositions qui ne sont pas dites clairement et de façon éclairée. Donc, le levier et l'opportunité que ça donne, c'est d'avoir un management avec des consignes explicites, claires et des feedbacks structurés sur l'ensemble des groupes relationnels qu'on peut avoir en réunion, des trucs en off et autres. Pour les personnes 10, souvent, on peut voir qu'ils ont des difficultés à suivre des échanges rapides. Ils ont peur de jugement, peur d'interrompre pour redemander les formulations, de reformuler. C'est pour ça que les leviers pour les personnes 10, c'est une communication visuelle. Donc, on va parler de design thinking, d'avoir des PowerPoints hyper visuels, avec de la couleur, des formes, plutôt que des longs textes ou des suites de chiffres et autres. Et aussi avoir du temps de reformulation, de ne pas être dans l'expression trop rapide des éléments. Et pour les personnes HPI, par exemple, ce sont des personnes qui ont besoin d'échanges hyper stimulants, ils peuvent sembler intenses. Donc, ça veut dire que parfois, ils sont amenés dans des réunions, ils peuvent s'ennuyer et être complètement ailleurs. Donc, il faut se servir de ça pour justement valoriser leurs idées, les encourager, donc c'est-à-dire les stimuler. Donc, leur faire prendre la parole, leur faire préparer des choses à l'avance, et d'être un peu dans l'innovation dans le domaine relationnel. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, les leviers sont une communication claire, un feedback explicite, de la tolérance, mais surtout beaucoup de co-création et de co-développement. Ensuite, on va passer pour le domaine. Pardon, j'ai oublié les troubles anxieux, excusez-moi. Alors, pour les troubles anxieux, c'est des personnes qui ont peur du conflit, qui sont souvent hyper empathiques, où ils font de la suranalyse, de la suradaptation. Et dans ce cas-là, pour les aider, il faut apporter un cadre sécurisant, une écoute bienveillante et une validation régulière. Mais pareil, tout ça ne veut pas dire infantiliser la personne. C'est juste faire un petit check, des fois un petit check visuel, dire est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que tu as besoin de clarté, et avoir un cadre relationnel hyper serein. Pour le domaine organisationnel, alors, on va voir les grandes différences entre les familles. Donc, les personnes TDAH ont des difficultés à planifier, et on les voit souvent oublier, ou ils font ou alors parfois de l'hyperfocus sur certaines tâches et tout le reste passe à côté. Donc là, en termes d'outils ou de leviers, on peut utiliser des méthodes visuelles comme Kanban ou Pomodoro, qui permet en fait à ces personnes-là de se focus sur une tâche à la fois, dans un cadre donné, en cadre temporel ou en termes de tâches, tout simplement. Et ensuite, avoir des tâches hyper variées. Pas voir des choses hyper chronophages ou industrialisées, où on a le même produit, travailler sur le même produit ou le même type de développement en permanence. Pour les personnes ayant un TSA, ils ont besoin d'une routine et d'une forme de prévisibilité. Donc, c'est-à-dire avoir un planning stable avec des informations anticipées. Donc, c'est-à-dire une forme de transparence. Je sais que parfois, il y a de la rétention d'informations volontaire ou inconsciente selon le niveau de hiérarchie qu'on peut avoir ou les interactions. Eux, c'est quelque chose qui peut les troubler. Donc, leur donner la possibilité d'anticiper certaines choses, ça va les détendre, les aider à travailler au mieux sur ces aspects-là. Pour les personnes ayant des troubles 10, pareil, une charge cognitive élevée face à la lecture ou à l'écriture. Donc, on peut mettre en place des aides numériques
de la reformulation orale. C'est souvent les personnes qui ont des troubles autistes qui ont été accompagnées dans leur jeunesse connaissent un peu déjà ces outils-là. On peut les mettre en place très facilement au quotidien. Et ensuite, après, lors de l'organisation avec les autres, à travers en équipe, la reformulation orale, c'est quelque chose de clé de toute façon pour avancer la compréhension de tous. Donc c'est une belle opportunité. Donc, on revient avec les personnes HPI. Donc, on disait tout à l'heure qu'on a besoin de stimulation. Donc, ils peuvent s'ennuyer très rapidement et ils ont besoin un peu de sens de défi et de sens et de valeur dans ce qu'ils réalisent. Donc, essayer de leur donner des missions transverses et favoriser des tâches où il y a de l'innovation, où il y a besoin de créativité sur ces tâches-là. Et pour les personnes ayant des troubles anxieux, notamment, qui sont dans l'hyper-anticipation, ils ont peur de faire mal, qui sont très perfectionnistes, c'est de clarifier au maximum les priorités et fixer des objectifs réalistes. C'est un vrai défi en entreprise en général, mais surtout pour ces personnes-là, ça va permettre, entre guillemets, de mieux gérer de leur côté leurs émotions et leur stress. Et enfin, pour les personnes HPE et donc haut potentiel émotionnel et les HSS, donc hypersensibilité sensorielle, ils peuvent être facilement en surcharge émotionnelle ou se disperser. Du coup, ce qu'il faut, c'est ritualiser des temps de pause et de recentrage. Quand je dis ritualiser, c'est sortir de l'espace de travail pour prendre l'air, faire une pause café mais ne pas parler boulot. C'est vraiment d'avoir ces moments de coupure lorsqu'il y a ces pauses-là. Pour le domaine environnemental, l'environnement physique a un rôle vraiment crucial, notamment pour les personnes TSA, qui sont une forme d'hypersensibilité aux sons, aux odeurs et aux lumières. Donc, l'opportunité, c'est de trouver ou mettre en place des zones calmes, utiliser des casques à réduction de bruit pour éviter l'hypersensibilité au niveau du son, et surtout des lumières douces. On évite de mettre ces personnes-là sous des lumières LED très très fortes, une lumière apaisée, des endroits près d'une fenêtre où il y a la lumière naturelle. Ça leur correspond énormément et ça évite toute tension, tension en tout cas sur les personnes TSA. Pour les personnes TDAH, donc ils sont beaucoup discrets en open space. Donc, soit les mettre autour de Marguerite avec des espaces légèrement fermés dans un open space, ou alors des bureaux isolés, ou alors leur permettre d'avoir accès à des bulles de travail et de mieux gérer le télétravail de façon partielle pour qu'ils aient un espace de travail sur place en agence, mais aussi chez eux, qu'ils aient aménagé un espace de télétravail où ils se sentent bien et surtout où il y a très peu de distractions. Pour les personnes 10, donc des difficultés à se repérer dans un espace désorganisé. On voit parfois des grands open space très mal désorganisés pour que ça fasse un peu design, etc. Eux, ça les trouble un peu. Donc, il faut une clarté visuelle, une signalétique adaptée. Notamment, en fait, les numéros de salle, ça peut être une source de stress pour les personnes qui sont dysnumériques. Donc, avoir des noms de salles avec par exemple, des images, des formes, des noms d'animaux, des noms d'arbres, etc. Ça se fait de plus en plus et ça permet d'avoir une meilleure clarté d'esprit sur ces éléments-là. Pour les personnes HPI, HPE, donc hypersensibilité émotionnelle et sensorielle aussi, donc ça rejoint un peu avec le TSA, donc avoir un environnement apaisé avec une esthétique soignée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est des espaces où l'environnement de travail est pas forcément que studieuse, mais ayant beaucoup de positivité. On évite d'avoir des règlements de compte, entre guillemets des règlements de compte ou des situations de tension dans ces espaces-là. Il faut que ce soit ritualisé et avec une esthétique un peu soignée, dans le sens où ils ont besoin de se sentir bien, que ce soit dans du beau et du bon vivre. Donc ça passe par de la personnalisation de son espace, etc. Tout
tout simplement. Et pour les personnes à troubles anxieux, donc hypervigilance à l'imprévu. Donc, c'est des personnes qui sont facilement, ils vont être très peu surpris, ils vont être tout le temps à avoir une attention hyper particulière sur tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, leur offrir un espace rassurant, une forme de routine et une flexibilité dans les horaires va permettre de faire réduire leur stress et du coup d'être beaucoup plus serein dans son environnement de travail. On va parler maintenant du domaine personnel. Alors, pour les personnes TDAH, il y a on l'a pu le dire plusieurs fois, une variabilité de concentration, une forme d'impulsivité et de autoculpabilité, parce que c'est des personnes qui voient finalement qu'ils se connaissent, qu'ils ont du mal à se concentrer, ou alors ils reviennent un peu en mode mince, j'ai passé 5 minutes à penser à autre chose, je sais plus où j'en suis. Ils peuvent être très impulsifs. On essaie d'encourager leur régularité plutôt que la perfection même. Il ne faut pas leur demander d'être dans un cadre hyper précis. Juste, OK, tu as fait ça, super, ça t'a pris du temps. OK, on va voir comment on peut aménager les choses pour que ton focus reste avec la méthode Pomodoro, avec un petit suivi, un petit check de temps en temps. Pour les personnes TSA, il y a de la fatigue sociale, de la rigidité perçue et un besoin de cohérence. Donc, on va répéter aussi, mais de la routine, de la bienveillance et de la clarté relationnelle. Quand ces personnes-là sont en fatigue sociale, c'est les inviter à prendre du temps pour eux dans un coin, qui respirent et ne pas les surstimuler. Parce qu'une personne une personne TSA ayant une fatigue sociale vraiment énorme qui commence à creuser sur le relationnel, elle va se fermer à vous et vous allez entre guillemets détruire sa journée. Donc le temps de se remettre de tout ça, de revenir un peu à la réalité, ça peut être très troublant. Donc beaucoup de bienveillance et de la clarté relationnelle. Pour les personnes 10, souvent, ils ont un sentiment d'infériorité et une anxiété de la performance. Ils ont, comme on disait, ils ont du mal avec tous les échanges rapides. C'est un trouble de l'apprentissage. Donc, les aider avec une reconnaissance des efforts, pas forcément des résultats même, hein, vraiment les efforts. Waouh, tu t'es dépassé sur ce coup-là, c'est super. Avoir cette approche bienveillante avec ces personnes. Pour la partie HPI-HPE, donc intensité émotionnelle, rumination et hyperlucidité. Pour eux, c'est vraiment avoir un feedback régulier et constructif avec une gestion du rythme. Il faut leur laisser la main sur la gestion de leur rythme de travail dans la journée. C'est des personnes qui peuvent travailler de façon hyper efficace, faire l'équivalent de 7 heures de travail en 4-5 heures, ou alors d'avoir besoin de 7-8 heures, 7-8 heures, voire plus, pour faire ces trucs-là. Mais c'est des personnes qui vont continuer à fond dans leur. Ils vont pas s'arrêter de travailler, ils vont pas s'arrêter de travailler pour autant. Ils vont continuer. C'est juste qu'il faut qu'ils aient une main sur le rythme et leur faire confiance là-dessus. Et enfin, pour les troubles anxieux, donc autosurveillance permanente, peur du jugement. Donc eux, c'est leur apporter un soutien psychologique et un cadre rassurant. Alors, nous ne sommes pas dans le travail, nous ne sommes pas tous psychologues. Il ne faut pas avoir ce rapport entre guillemets un peu de dominance qu'il peut avoir lorsqu'il y a ça. Quand on dit soutien psychologique, c'est est-ce que tu as besoin d'en parler? On peut les prendre 5 minutes dehors, tac, tac, tac. Mais on n'est pas là pour résoudre leurs problèmes. On est là juste dans un cadre de bienveillance et d'écoute et de partage. Maintenant, on va pouvoir voir les outils concrets qui permettent d'accompagner ces profils et faciliter leur quotidien. C'est pour ça que je te passe la main. Merci. Donc maintenant, pour les dispositifs et accompagnements, donc voilà, il y en a plusieurs. Donc il y a des dispositifs médicaux, gouvernementaux, d'entreprises aussi et personnels. Donc on va tous les balayer. Donc là, maintenant, au niveau médical, tous les dispositifs sont faits pour, déjà dans un premier temps, pour vous diagnostiquer, mais vous accompagner au quotidien au niveau des traitements qui sont nécessaires. Je voulais faire un focus sur le diagnostic. Pourquoi l'envisager? Parce qu'il y en a plusieurs types. Donc, ils sont vraiment utiles et pertinents quand vous remarquez que vous avez des difficultés
qui sont fréquentes, intenses, et que vous voyez un vrai décalage du coup avec les autres et qui a un vrai impact dans votre vie quotidienne. Donc, je vais insister voilà, sur ces 3 notions. C'est par rapport à la fréquence, l'intensité et aux impacts. Donc là, vraiment, quand vous voyez que vous avez des difficultés, là, ça vaut le coup d'envisager un diagnostic. Maintenant, par rapport aux professionnels, qui contacter? Donc là, pour les diagnostics, donc ça va être des psychologues spécialisés en neuropsychologie, des psychiatres. Et après, au niveau du quotidien, ça peut être tout type de personnes comme des orthophonistes, ou vous pouvez aller dans un centre ressources autisme ou un centre de référence des troubles d'apprentissage. Enfin, voilà, ça peut être tout type de professionnels de santé. Voilà. Hop. Donc ensuite, pour les dispositifs et accompagnements gouvernementaux, donc il y a une première partie qui est autour des reconnaissances officielles. Donc là, il y a la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. C'est vraiment le point d'entrée pour toutes les démarches. Donc ça va être la RQTH, les orientations professionnelles, les aides matérielles, etc. Si on fait un focus sur la RQTH, parce que voilà, là, ça concerne notre sujet professionnel, donc c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, cette reconnaissance va vraiment vous permettre d'avoir tous les aménagements de poste, les aides financières et des dispositifs spécifiques d'insertion professionnelle. Voilà. Ensuite, pour les accompagnements spécifiques et individualisés, donc il peut y avoir aussi des coachings, voilà, ou des accompagnements spécifiques financés par l'AGFIP. Et il y a aussi des aides à l'emploi. Voilà. Et donc, pour l'EAA, ça permet de maintenir l'emploi de manière durable. Si on passe maintenant au niveau entreprise, et surtout du côté Extia dans un premier temps, depuis 2017, Extia met en place une politique handicap. Et donc, son objectif, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes afin d'accompagner les salariés qui sont concernés. Mais comment ça se traduit? Donc, que vous soyez chez le client ou non, mais spécifiquement chez le client, comme Extia est votre employeur légal, du coup, il est responsable de vos aménagements de poste chez le client. Voilà. Et chez Extia, il y a une référente handicap que vous pouvez contacter, c'est Vicky Palota. Voilà. Et vous avez également 27 relais handicap en agence. Donc là, voilà, c'est plus des relais de proximité. Voilà. On continue sur Extia. Il y a des avantages quand on est chez Extia. Au niveau RQTH, vous avez une journée offerte pour constituer votre dossier auprès de la MDPH. Vous avez la mutuelle gratuite et vous avez un accompagnement renforcé en matière de formation. Et ensuite, Extia a un partenariat avec l'AGFIP, et donc Extia s'engage à sensibiliser et former tous les collaborateurs au sujet. Extia accompagne aussi au maintien de l'emploi et à collaborer avec le secteur protégé. Et pour finir, Extia continue à recruter des personnes en situation de handicap. Maintenant, du côté personnel, et là, c'est vraiment très important et je vais insister là-dessus. Donc, on a vu plusieurs dispositifs qui ne dépendent pas forcément de nous, mais alors là, les dispositifs et accompagnement personnel, c'est vraiment ce qui va vous aider au quotidien réellement, et c'est personnalisé. Et là, par exemple, ce que j'ai mis, le pourquoi, en fait, c'est que créer ses propres schémas d'adaptation permet d'accompagner sa différence en s'appuyant sur un fonctionnement personnalisé qui respecte son cerveau, son rythme et ses besoins réels au quotidien. Voilà, on est mieux servi que par soi-même. Voilà. Et donc, ça commence par la connaissance de soi. Donc, ça commence par identifier ses forces et ses particularités. Ça passe aussi par suivre son énergie, voilà, comprendre comment ces cycles fonctionnent par rapport aux sollicitations quotidiennes qu'on peut avoir. Et ensuite, quand on sait tout ça, c'est de mettre en place des outils qui sont personnalisés. Et je vous ai mis quelques exemples dans les slides suivants.
Donc là, par exemple, ça peut passer par des routines personnelles ou professionnelles. Quand je dis personnel, ça peut être voilà, optimiser le fait de préparer des repas qu'on va emmener au travail le week-end en mode batch cooking, quoi. On prépare plein de repas d'un coup pour toute la semaine et comme ça, on n'est pas perturbé. Ça nous donne une structure. Ça peut être aussi préparer ses affaires, enfin, la préparer toute sa semaine en amont de manière récurrente. Ça peut être aussi des routines professionnelles. Par exemple, s'accorder du temps le matin pour consulter ses mails d'un coup ou prévoir des pauses récurrentes avec des activités qui nous font du bien. Enfin voilà, c'est se créer une structure qui permet de nous soutenir. Ensuite, voilà un autre outil qui peut être intéressant, ça peut être le journaling. Donc, c'est simplement un carnet ou peut-être que vous pouvez faire du journaling sur votre ordinateur. Mais voilà, c'est une manière d'écrire. Donc, ça peut être d'écrire vos pensées, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Je pense au TDAH. Ça peut être aussi, voilà, comme je le disais un petit peu plus tôt, suivre votre énergie, voilà, de poser en fait ce qui se passe, poser vos cycles et comprendre ce qui arrive de manière récurrente et avoir des suivis journaliers sur vos habitudes, peu importe vos habitudes, mais voilà, avoir un suivi journalier écrit et différentes analyses voilà, sur vos émotions du moment, comment vous les avez gérées, etc. Ça peut être aussi des cartes tips, par exemple, ça peut être des cartes que vous imprimez qui peuvent vous aider à gérer, par exemple, des surcharges sensorielles. Parce que souvent, quand on est en surcharge, ça peut arriver qu'on ne sache pas quoi faire. Et donc, ces petites cartes-là à avoir tout le temps sur soi, ça peut aider. Ça peut aussi être des cartes autour de la gestion émotionnelle. Ça peut être aussi des cartes de mémorisation ou des procédures voilà, de tâches que vous devez faire de manière récurrente dans la journée ou dans la semaine. Ou ça peut être aussi votre dopamine menu. Par exemple, référencer ce qui vous fait du bien voilà, de manière générale. Comme ça, dès que vous avez un doute, vous consultez vos cartes et tout est là. Ensuite, d'autres outils qui sont intéressants, c'est à mettre en place et à personnaliser. Donc, ça va être la méditation et la respiration. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, le body scan pour vraiment se reconnecter à son corps. C'est de se poser la question, est-ce que je me sens bien voilà, au niveau du cou, etc. Donc, ça s'appelle le body scan. Il y a aussi des exercices de visualisation qu'on peut mettre en place, des exercices de respiration, où là, la respiration en carré avec certains temps voilà, respecter, ou la cohérence cardiaque. Et ensuite, il y a les gamifications. Donc, fun, je précise, parce qu'il faut que ça soit marrant quand même à un moment donné et que ça nous aide. Donc là, c'est vraiment voilà, créer des systèmes qui nous motivent et avec des récompenses. Parce que souvent, voilà, pour certains neurodivergents, quand on a du mal à faire les tâches et on ne voit pas tout de suite l'aboutissement. Donc, de mettre en place voilà, des jeux et de créer des gamifications, ça peut aider. Donc, ça peut être un système de points, un système de quêtes. Donc du coup, prévoir des récompenses spécifiques qui nous font plaisir ou créer de la motivation. On peut aussi s'amuser à ajouter un timer, par exemple réaliser telle tâche en 5 minutes, donc voilà, ça peut booster aussi, ou installer des mécaniques de combo. Par exemple, si je fais telle tâche ou telle tâche, j'ai telle récompense, par exemple. Alors que si je les avais fait de manière indépendante à des moments différents dans la semaine, on n'aurait pas eu les mêmes récompenses. Enfin, voilà. De rendre un petit peu la chose, c'est personnalisé à soi. Et puis, voilà, il faut aussi, même si on a des difficultés, il faut ajouter un petit peu de fun là-dedans. Maintenant, donc on a fait la connaissance de soi et maintenant, comment on adapte aussi l'environnement de travail à son niveau. Donc, c'est d'abord capitaliser sur ses forces et ses particularités neuroatypiques. Donc, investir dans sa créativité, son empathie ou sa résilience, par exemple, ça peut être. Ça peut être aussi optimiser son organisation. Donc ça, on l'a vu quelques slides avant, mais on a vu la méthode Pomodoro, par exemple.
Donc, c'est travailler par tranche de 25 minutes. Voilà, ça met un cadre. Pareil pour le time blocking. C'est qu'on bloque des plages horaires particuliers pour faire une tâche spécifique. On peut aussi faire des réunions plus courtes. Voilà, ne pas dépasser 1 heure, 45 minutes, enfin voilà. C'est régler ces réunions. Ensuite, prévoir des pauses fréquentes. Voilà, dans la journée. Ça peut aussi mettre en place des transcriptions écrites des réunions. Il y a des applications qui vous permettent de faire ça. On peut aussi enregistrer. Et on peut aussi faire du body doubling. Donc, simplement, ce que ça veut dire, hein, c'est qu'on peut se mettre voilà, avec un collègue, si ça nous aide, et travailler ensemble. Pas forcément interagir, mais juste être dans la même pièce. Parfois, ça peut aider, ça peut motiver et booster. Ensuite, personnaliser son environnement. Donc, ça peut être avoir un casque réducteur de bruit, mettre une musique de fond, voilà, mettre un éclairage spécifique, voilà, ou avoir son propre fidget toy. Donc là, c'est simplement un fidget toy, c'est juste voilà, des choses à manipuler, c'est des petits jouets à manipuler avec différentes textures ou pas. Enfin voilà, ça permet de se mobiliser et de se concentrer voilà, pour certains neurodivergents. Ensuite, on peut aussi doser les interactions sociales en se fixant un cadre. Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, les interactions sociales. Donc, ce qui est possible de faire, c'est les anticiper, éventuellement les organiser et, ou si besoin, créer des scripts sociaux. Par exemple, je pense aux conversations classiques, voilà, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ou parler de la météo, etc. Pour certains neurodivergents, ce n'est pas des interactions sociales voilà, qui sont faciles. Donc, créer des scripts sociaux, ça peut être aussi un bon support. Voilà. On peut passer à la partie témoignage avec nos 2 expériences. N'hésitez pas à poser vos questions parce que du coup, on arrive à la fin. Donc, maintenant, en parlant d'expérience, donc de mon côté, donc moi, je suis TDAH, donc hyperactive. Et qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement à mon niveau? Donc, pour la connaissance de soi, je fais du journaling. Voilà, je pose toutes mes pensées dans un carnet tous les jours et ça m'aide énormément à avoir de la clarté. Enfin voilà, j'écris constamment. Ensuite, j'ai mis en place un kit de survie. Donc, c'est les cartes dont je vous parlais. J'appelle ça kit de survie ou kit SOS. C'est vraiment quand ça ne va pas, ça me rappelle voilà, quelles sont les activités qui permettent de renverser la tendance voilà, de manière efficace et pérenne. Ensuite, bien sûr, je suis accompagnée au niveau psychologique et ça, voilà, de manière voilà, quotidienne. Et ça me permet, par exemple, quand je rentre aux missions, d'adapter mon environnement, enfin voilà, et de gérer l'appréhension et de créer mon environnement. Voilà. Et puis aussi s'il y a des périodes particulières dans ma mission, apprendre à les gérer aussi avec un professionnel de santé. Au niveau de l'environnement de travail, j'ai adapté mes horaires. J'arrive plus tôt que la normale. Voilà, j'arrive à 8 heures, parfois même plus tôt. Mais voilà, je suis beaucoup plus efficace en début de journée. Je fais du tab blocking, j'ai des réunions qui sont plus courtes, du coup, ce qui fait que je suis très efficace. Et je fais des comptes rendus anticipés pour pouvoir suivre les sujets et vraiment structurer la réunion. Je ne fais pas de transcription audio, mais j'enregistre les réunions. Voilà, pour pas louper d'informations. Et je travaille souvent dans des salles que j'ai réservées. Donc là, c'est pour éviter toutes les distractions. Voilà. Et du coup, donc ça va avec le dernier point, c'est que oui, je travaille de manière isolée, mais du coup, ce qui fait que mes interactions avec mes collègues sont plus intentionnelles. Par exemple, je suis très connue pour organiser voilà, des déjeuners le midi, etc., ou faire des activités dehors. Voilà, c'est attentionnel et de mon point de vue, c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà.
Et ensuite, par rapport à la conception d'outils, donc comme je vous ai dit, donc j'ai mis en place des cartes challenge que j'ai toujours sur moi. Je mets aussi des procédures de travail, voilà, pour pas que j'oublie les tâches à faire dans le bon ordre. Et voilà, et la petite chose fun, c'est que j'ai une work mobile, comme la Batmobile, mais là, c'est voilà, en fait, c'est simplement ma voiture que j'ai aménagée. Voilà, si jamais je suis en surcharge ou si jamais j'ai une pause, etc., je peux aller dans ma voiture et fermer toutes les portes et ne plus avoir de bruit et faire les activités que j'aime bien voilà, dans ma voiture, que ça soit lecture, dessin, etc. Au moins, c'est un espace que je gère entièrement. Voilà. Maintenant, à toi, Nicolas. Alors, comme Stéphanie, je suis TDAH, mais j'ai aussi des troubles du spectre autistique et quelques troubles psychiques à composante cognitive. Avec ça vient du coup le côté HPI, HPE. Donc j'ai un bon petit cocktail de neuroatypie, mais c'est quelque chose qui m'accompagne tous les jours. En fait, j'ai appris du coup à travailler avec mon cerveau plutôt que contre mon cerveau. Donc ça passe par la connaissance de soi. Donc comme Stéphanie, je fais beaucoup de journaling, je traque mes habitudes. Comme je suis incapable entre guillemets d'avoir un retour, de me faire des autofeedbacks de façon naturelle, passer par ces outils-là me permet de savoir si je me sens bien dans mon quotidien ou pas. J'ai fait du coaching aussi et j'ai un accompagnement psy. Et eux aussi de la médecine douce, donc de la sophrologie, etc., qui me permettent de bien gérer tout cela. Dans mon environnement de travail, donc des fidget toys, j'ai un casque réducteur de bruit avec la possibilité de mettre de la musique dedans, ce qui peut permettre parfois de me recentrer et de m'apaiser plus que de me couvrir du bruit ou autre. J'ai de la chance d'être chef de projet, d'animer un collectif. Donc, en fait, j'ai mis en place un cadre de bienveillance avec mon équipe. Donc, c'est-à-dire parler en son nom, d'essayer d'avoir de la communication non violente, de l'ouverture d'esprit sur ce que les gens peuvent ressentir, etc. Donc, moi, ça me permet de pouvoir facilement répondre de facilement partager quand je suis en surcharge émotionnelle ou tendu ou autre. Et en termes d'outils, comme je le disais précédemment, j'ai créé mon propre habit tracker sur Notion qui me permet d'avoir un suivi de mes habitudes, de structurer mon quotidien et d'avoir à la fois ce côté hyper routine structuré que je dois avoir, que mon TSA a besoin, mais d'un côté, ce côté hypersensible me permet d'avoir aussi cette amplitude, de pouvoir mieux gérer ça, d'avoir ce côté un peu surprise, casser la routine, de façon la plus simple possible. J'aménage mes réunions aussi, donc j'essaie d'éviter les réunions de plus d'une heure. Et quand il y a besoin de faire des réunions plus longues, je fais des pauses toutes les 42 minutes, je crois, parce que j'avais lu que le cerveau humain était programmé pour être concentré que sur ces plages horaires-là. Donc c'est bien pour moi parce que ça me permet d'avoir une pause, mais aussi pour mes collaborateurs avec qui je travaille pour avoir ce petit break de temps en temps et pouvoir repartir dans des réunions constructives. Pareil, j'utilise une roue des émotions pour exprimer mes émotions, ce que je ressens. Il y a plein de modèles sur Internet et je vous invite à regarder parce que ça permet de poser des mots justes sur ce qu'on ressent et pas juste je suis en colère, je suis pas bien ou autre. Juste, je rentre plus en détail dans les choses. C'est beaucoup utilisé on peut utiliser chez les enfants qui font de l'orthophonisme ou chez les psychologues de l'enfance. Et je trouve que c'est un vrai outil qui m'a sauvé la vie sur pas mal de situations. Et enfin, moi, j'ai des procédures de gestion émotionnelle. J'ai construit par le biais de lecture, de vidéos, de suivi psy autres, différents outils et des scénarios quand je suis dans une surcharge émotionnelle. Je sais que dans telle situation, j'ai dans ma tête
un algorithme qui tourne en mode je check ça dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller dans une pièce, prendre l'air? Est-ce que je dois juste me mettre dans ma musique? Est-ce que je dois juste me calmer? Et par-ci par-là, donc ça se déroule et en fait à la fin, je me sens beaucoup plus serein. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le besoin de l'avoir tous les jours sur moi, je l'ai intégré, ça fait 10 ans que je l'intègre. Donc maintenant, ça vient petit à petit automatiquement et je découvre encore des choses aujourd'hui. Donc voilà comment moi je fonctionne avec ma neuroatypie au quotidien. Je pense qu'on peut passer aux questions. Ah oui, non, c'est vrai, il y a des liens. Donc là, on vous a mis, plusieurs liens. Donc il y a une partie podcast, voilà, où là vous allez retrouver un podcast spécifiquement sur la RQTH. Enfin voilà, plein de liens différents qui peuvent éventuellement vous donner plus d'informations. Il y a aussi des livres, des documentaires et des documents PDF, par exemple la stratégie gouvernementale ou une infographie handicap côté Extia ou un article aussi. Super, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation Stéphanie, Nicolas, et surtout merci aussi pour vos 2 témoignages qui sont précieux pour aussi avoir des exemples concrets pour les personnes qui nous écoutent.